du vivre en France, une crise nationale puisqu'elle toucherait tous les Français. C'est en tout cas ce que l'on entend quand on lit les journaux, qu'on écoute la radio et bien entendu quand on regarde la télévision. Exemple. La France est le 3e pays où les dépressions liées au travail sont les plus nombreuses. Les antidépresseurs restent une spécialité française. La France a le plus fort taux de suicide chez les jeunes en Europe. Le moral des ménages qui ne va pas fort en ce moment. Une France qui est morose, qui est lasse, qui est méfiante, dégoûtée à l'égard de la politique. C'est surtout le manque d'énergie. La France est triste. La grisaille qui perdure affecte notre morale. Un Français sur 5 serait victime de la dépression saisonnière. Cette morosité de l'actualité, eh bien, des artistes ont décidé d'en rire. À Paris, hier soir, s'est tenue sur la scène des Folies Bergères la première nuit de la déprime. C'est l'évolution de la société française qui inquiète le plus les Français. Ils étaient 38% à se dire optimistes le mois dernier. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 29%. Alors, est-ce que les Français vont si mal que ça, Hervé Lebras ? Ils vont mal dans leur tête, visiblement, mais dans la réalité des faits, ils ne vont pas mal du tout si on regarde de près. Et on choisit, là, dans les exemples que vous avez donnés, des cas très particuliers. Le suicide des jeunes est important, mais l'ensemble du suicide est faible en France et il est en baisse continue depuis une dizaine d'années. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'est pas si pessimiste que ça. Absolument, jamais l'espérance de vie n'a été aussi élevée, elle continue d'augmenter. Le niveau éducatif n'a jamais été lui aussi élevé. Oui, mais on peut être déprimé en étant très éduqué. Oui, mais c'est donc dans la tête. La difficulté de cette question est que les facteurs objectifs sont assez largement positifs, même les inégalités. Elles ont cru, mais on est sans doute l'un des pays où elles ont cru le moins. Il y a un petit 1% qui s'est tiré d'affaire mieux que les autres de la crise, mais sinon l'écart entre au fond, les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches ne s'est pratiquement pas accru, alors que il est grand quand même. Non, il est faible en France par rapport à d'autres, mais l'écart est toujours grand. Oui, d'accord, mais il est quand même. Non, il est par rapport à... C'est un des pays, bien sûr, dans les pays nordiques, il est un peu plus faible. En Allemagne, il est plus fort. Il est plus fort en Allemagne. En Angleterre, et surtout aux États-Unis, il est pratiquement le double. Oui, je pense que le vrai problème est de comprendre, et je crois que notre livre cherche à le montrer, pourquoi il y a cette morosité. On va y passer juste après. Non, je dois juste ajouter un truc, c'était que quand même les journalistes nous disaient que le taux de suicide était terrible, augmentait, ils nous disaient que la violence augmentait, ils nous disaient que la consommation d'anxiolytiques augmentait. Tout ça est faux. Donc il y a un truc qui ne va pas, c'est le système d'information. Parce qu'en fait, là, on a eu un exemple d'histoire contrefactuelle. Alors, moi, ce que je tirais de tout ça, c'est que les journalistes ne vont pas très bien en ce moment et qu'ils doivent effectivement éprouver un certain type de dépression. Il y a un chiffre je vous donne tout de suite la parole. Il y a un chiffre que vous n'avez pas cité, vous disiez le suicide des jeunes, c'est autre chose. Mais, non, mais même celui-là a baissé. Même celui-là a baissé. Le suicide des 40-50 ans a un tout petit peu augmenté. Celui des gens âgés a énormément baissé et celui des jeunes, dans la phase la plus récente, a un peu baissé. On donne les chiffres au début du livre. Et il y a la fécondité des Français qui est très grande et qui est, a priori, on se dit qu'on a confiance en l'avenir quand on fait des enfants. Oui et non, on peut aussi... Oui, j'irais peut-être pas aussi loin. Je suis plus nataliste que lui. Non, ça peut être aussi qu'on a... une préférence pour l'espace privé par rapport à l'espace public. Et je pense que là, on commence à toucher un problème, qui est le problème d'une perte de confiance dans l'État. Vous avez cité au tout début les 100 peuples qui avaient décidé de vivre ensemble. Ils peuvent vivre ensemble, vous, hein. Bien sûr, mais ils peuvent vivre ensemble parce qu'on a eu un État avec une doctrine égalitaire qui a justement maintenu cette diversité tout en permettant de faire que la nation existe. Et je pense qu'actuellement, les Français ont peur que cet État, disons, perde de son rôle, perde de son influence. Alain Finkielkraut qui protestait. Oui, je proteste. Alors, je voudrais distinguer deux choses. La dépression et l'inquiétude des Français. La dépression, c'est un problème individuel qui n'est pas lié, qui n'est jamais lié à l'état du monde. Vous pouvez être très heureux et très gai dans votre vie intime, même si autour de vous ça va mal, et le contraire aussi. Donc je laisse de côté la question des antidépresseurs.
l'inquiétude des Français. Alors je vais dire les choses très clairement. À mon avis, ils ne sont pas assez inquiets. La France irait mieux si elle savait, sur certains points, à quel point précisément elle va mal. L'école. Le niveau scolaire augmente, dites-vous. Oui. Pour dire cela, il faut faire la sourde oreille à tout, je dis bien, tous les témoignages des professeurs. Aujourd'hui, quand vous faites passer le bac, vous êtes contraint par l'administration de remonter les notes. Vous ne pouvez jamais noter une copie sur ce qu'elle vaut. Le niveau s'effondre. Et l'école, d'ailleurs, n'a plus pour objectif de cultiver les élèves, elle a pour objectif affirmé de s'adapter à eux et de les adapter tant bien que mal à l'économie. Et de les adapter tant bien que mal. Laissez-le terminer. Quand je vois que le débat sur l'école se réduit à 4 jours et demi, alors que précisément nous vivons un effondrement, je me dis qu'on est plutôt dans le monde du tout va très bien, Madame la Marquise. Et la violence. La violence. Parlons-en. Au mois de septembre, un professeur de lycée professionnel, qui n'était certes pas un hussard noir de la République, si vous voulez, svelte, sévère, sanglé, comme disait Peggy, qui portait un uniforme, et plutôt l'uniforme basket, jean, t-shirt du gaucho bobo. Il avait dans son cours, et je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi, parce que justement, son témoignage, mais je me calmerai si tu me laisses parler. Oh, écoute, tu arrêtes pas là de décliner tes laissez-le terminer. C'est incroyable. Justement, donc il est très proche de ses élèves. Il a fait un cours sur une comparaison entre les systèmes politiques et il a fait une comparaison entre le système politique marocain et le système politique français défavorable au Maroc. Il a été frappé violemment par un élève marocain. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qui est très intéressant. Il a témoigné. Lui qu'on ne peut pas suspecter, c'était ça le sens de ma remarque, de penchant réactionnaire ou décliniste. Il a dit « Mon métier est devenu un sport de combat ». Si la France était consciente de ce qui se passe, on se serait arrêté à cette formulation, on se serait demandé si c'est vrai et pourquoi. Et donc on s'interrogerait sur ce que sont devenus les territoires perdus de la République. Ont-ils été regagnés ? Sont-ils encore plus perdus qu'hier et sont-ils encore plus nombreux qu'hier? Tant qu'on ne se pose pas ces questions, on est dans le tout va très bien, Madame la Marquise. Daniel, je crois que là, on a un exemple caractéristique d'attitude non scientifique procédant par exemple pris soigneusé. C'est exactement ce à quoi on a essayé d'échapper. On a essayé d'échapper dans notre bouquin, et je voudrais essayer de dire rapidement ce que c'est que le sérieux. Le sérieux, c'est aussi de voir ce qui va mal. Donc, quand on prend les chiffres, et quand on voit la distribution dans l'espace, dans les régions, dans les communes, ce qu'on observe en ce qui concerne l'éducation, c'est une accélération du progrès éducatif dans tout l'après-guerre, mais qui culmine à 1995, et qui fait que depuis 1995, la société française, quoique maintenant assez stratifiée sur le plan éducatif, n'a jamais eu un niveau aussi élevé. C'est vrai que depuis 1995, on peut sentir quelques petits frémissements de problèmes, mais comme on est des gens très sérieux, dans le bouquin, on donne la carte des sans diplômes, des difficultés scolaires, et d'ailleurs on en donne une explication, puisque ça n'est pas n'importe où sur le territoire national qu'on trouve des gosses qui ont des difficultés de lecture. On a utilisé les enquêtes pour la journée qui a remplacé la préparation au service militaire. Mais présenter la France comme un pays qui... On peut à la fois dire qu'effectivement il y a un début de problème, mais garder en tête le fait qu'on n'a jamais été à un niveau aussi élevé. Et alors, quant à la violence, on repart dans le délire. Je veux dire, tout le monde est là à s'inquiéter de la violence à partir de 3 exemples. Mais écoutez, les chiffres qu'on donne dans le bouquin sur l'effondrement du taux d'homicide, on les a tirés du journal d'Alain Finkielkraut, Le Figaro. Donc c'est dire s'ils sont bien. Je veux bien rester jusqu'au bout, mais à 2 conditions. Qu'on ne me dise pas
qu'il y a un type sérieux et un type qui ne l'est pas, parce que le débat n'est pas possible, et qu'on ne me dise pas que mon journal, c'est le Figaro. Si je suis mis en cause de cette manière, je m'en vais. Non. Elle n'est pas en français qu'on lui dit son journal, c'est le Figaro. Elle montrerait pas... Oui, mais sauf que ce n'est pas vrai pour moi. J'y suis pas rien. Bon, Daniel Cohn-Bendit. C'est pas moi. Oh là là. Je n'oserais jamais, Alain, de dire ça. Oh là là. Voilà. Bon, Chantal Delsol, comme ça, le vrai sérieux, ce sera Chantal Delsol. Ah oui, alors moi, je voulais pas... Après. Non, après, d'accord. Moi, j'ai le temps, hein. Oui, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est qu'on a l'impression que les Français se sentent au fond du trou, mais ils n'y sont pas du tout. Là, c'est là où je rejoins plus ou moins ce que vous dites, c'est que on est quand même, on a encore du chemin à faire pour dégringoler si on doit le faire, ce que je n'espère pas naturellement, mais enfin tout le monde se sent au fond du trou. Et ça, c'est un peu angoissant. Alors si on prend les choses d'un peu plus loin, parce que je ne suis pas capable de faire des enquêtes sociologiques, je pense que la France est un pays très vaniteux, qui a l'habitude d'être en tête. C'est quand même la fille aînée de l'Église, puis la fille aînée de la Révolution. On est les meilleurs du monde. Je me rappelle, il y a quelques années, l'un de nos ministres qui allait donner des leçons aux ministres allemands pour expliquer comment il fallait conduire l'éducation. Bon, pour parler d'éducation, chez eux, ça coûte moins cher et ça marche mieux. Enfin, il ne faut pas non plus exagérer. Et ça, c'est français. On a l'habitude. On est en plus en circuit fermé depuis très longtemps. C'est l'état commercial fermé de Fichte. Hein. Donc, tout marche à l'intérieur de la France. Donc, tout est parfait puisque... On est dans la particularité, on est un peu comme le petit village où il n'y a qu'une seule mercerie, on est persuadé que les bobines qui sont là, c'est les seules du monde, quoi. Et là, avec l'ouverture depuis une quinzaine d'années de la mondialisation et l'ouverture des frontières et l'Europe, on s'aperçoit tout d'un coup qu'on n'est pas les meilleurs et je crois que ça nous flanque par terre. Je crois qu'on est horriblement déçus, mal à l'aise, en grande partie à cause de ça, et très victimaire parce qu'on est frappé par la victimisation générale. Daniel Cohn-Bendit, vous qui êtes à la fois français et allemand. Non, je suis allemand. Ah bah pardon. J'ai pas dans le sens de la définition, j'ai pas de passeport ni carte d'identité française. J'étais apatride en France, maintenant je suis allemand. Mais ça, c'est pas grave. Surtout avec les accords de Schengen, ça ne pose plus aucun problème. Oui, ça dépend. Ça dépend. Si on est roumain ou bulgare, c'est mauvais. Hein. Je voulais dire une chose, pour vous rassurer tous. Les Allemands ont l'impression que ça va mal. Hein, et dans toutes les enquêtes... En Allemagne ou en France? Non, les Allemands en Allemagne. C'est dans les enquêtes. Dans toutes les enquêtes, la Bild-Zeitung nous raconte et donne des exemples que Alain Finkielkraut pourrait donner de la France, où ça va mal dans l'école à Van Eyckel, à Dortmund, ou je ne sais pas où. Donc, il y a un problème. Le problème, vous allez le dire, c'est que face à un monde mondialisé, on perd ses repères. Et donc, ce n'est pas objectif. C'est pas objectif, je vais pas mal parce que ce que je vis mal par rapport à un monde où je vois des tas de choses qui sont en mouvement que je ne contrôle plus. Tu as parlé de l'État, moi je crois que l'État-nation n'y arriverait pas hein, dans le monde mondialisé, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est ça qui inquiète les Français ou les Allemands. Deuxièmement, on est dans un monde où c'est vrai que d'un côté l'éducation monte, que je ne crois pas que le problème de la France c'est l'école de 4 jours, etc. parce que il faut quand même que la France, des fois, dans l'éducation, se pose le problème de l'enseignement et de la pédagogie, et comment, justement, les plus défavorisés peuvent remonter une pente, ça c'est un problème de pédagogie, mais je crois que ce qui est vrai, c'est qu'il y a une concurrence, une insécurité dans l'avenir. C'est beaucoup plus dur d'être jeune aujourd'hui. Jeune, on a le chômage, jeune, on a le sida, jeune, on a la concurrence de la mondialisation. C'est beaucoup plus dur qu'à mon époque. À mon époque, on était prométhéens. Tout l'avenir nous appartenait, on voulait la gérer. Aujourd'hui, les jeunes veulent. En même temps, vous vous révoltiez, alors donc. Oui, mais les jeunes aussi se révoltent. Arrêtons de donner. Ah, mais j'ai pas dit qu'ils se révoltaient pas. Mais oui, on se révoltait. C'est une minorité de jeunes en 68 qui s'est révoltée. C'est pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, les jeunes. Si on veut l'insécurité qui existe dans toute la société, c'est qu'on ne voit pas comment, dans une crise qui est réelle, on sort du tunnel. C'est ça qui est. Mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, et les Allemands c'est la même chose. Les Allemands c'est la même chose. Ils disent on a une société profondément inégale. Le problème il est. Vous avez, là je le dirais autrement qu'Hervé. Le système économique français visiblement ne marche pas et est inégalitaire.
le système allemand ne marche pas. C'est-à-dire que le fossé, il s'est ressenti comme ça entre les plus riches et les moins riches. Eh bien, il est trop grand. Les gens trouvent ça injuste. Il y a un sentiment d'injustice. Emmanuel Todd. Je crois que Cohn-Bendit a bien recentré la chose, c'est qu'on est là à s'inquiéter de la France, mais l'une des particularités de la situation historique, c'est que tout le monde développé va mal. C'est-à-dire la société américaine est complètement perdue, l'Angleterre est en faillite économique, l'Allemagne, d'une autre manière, et contrairement à ce qu'on dit sur ses exportations, est une société qui ne va pas bien du tout, le Japon parle sans arrêt du syndrome japonais, et la France va mal. Donc, mais chaque pays va mal, mais ces sociétés sont très différentes et je crois qu'on peut dire que chacun va mal à sa manière. Ce qui est particulièrement pénible pour la France, en dehors du fait de réduction de masse en termes d'échelle par rapport à ce qu'elle était à l'époque de la Grande Révolution française, c'est que c'est un pays qui a une devise liberté et égalité. Donc le libéralisme, à la rigueur, pourrait y trouver son compte, mais la notion d'égalité, c'est justement ce qui est mis à mal par la globalisation. Donc, les sociétés anglo-saxonnes, qui ont toujours été un peu vasouillardes sur la question de l'égalité et qui n'y croient pas trop, bon, elles plongent, mais elles plongent, je dirais, sans que ça soit en contradiction avec leur système culturel. Je pense que l'Allemagne, qui pendant une longue période avait semblé mieux résister à la montée des inégalités par effet d'intégration sociale, de corps intermédiaires, etc., et qui a cédé là, je pense qu'elle peut retrouver dans sa tradition une certaine acceptation, ou même une acceptation très forte de la notion d'inégalité, comme le Japon, qui lui permettrait de s'adapter. Mais dans le cas de la France, il y a une sorte de contradiction fondamentale entre les valeurs du pays qui se parlent. Et c'est pour ça que dans les sondages, on dit il y a une dimension dans laquelle les Français sont vraiment pessimistes. C'est sur la globalisation, sur le libre-échange, tous ces trucs-là, qui sont, mais qui n'est pas... Je veux dire, on pourrait dire qu'ils ont simplement une vision réaliste des choses, mais c'est parce qu'ils sentent parfaitement la contradiction particulière qui existe entre l'évolution du monde et la devise de la République. Mais Emmanuel, mais parce que le tissu économico-industriel français ne résiste pas à cette mondialisation, alors que le tissu qui existe par exemple en Allemagne avec les petites et moyennes entreprises, peuvent, même dans la mondialisation, non seulement ils sauvent la mise, mais ils arrivent à résister. Je ne discute pas du tout les performances économiques de l'Allemagne, mais je veux dire, quand un pays comme l'Allemagne a une fécondité, un nombre d'enfants par femme de 1,4, on ne peut pas dire que c'est une société qui va bien. C'est une société qui va mal d'une autre manière. Alain Finkielkraut. Moi, je voudrais mettre en cause le mépris des experts pour l'expérience vécue. Je ne pense pas qu'en France, il y ait un sentiment d'insécurité sans rapport avec l'insécurité réelle. Je pense que ce sentiment d'insécurité nous renseigne bien davantage sur l'insécurité réelle que le discours des experts, parce que précisément, celui-ci est même aveugle à un certain nombre de phénomènes évidents. Dans les années 60 ou 70 du XXe siècle, il n'y avait pas de digicode, même dans les quartiers protégés. Il n'y avait pas d'interphone. On entrait comme on voulait. Si précisément on a mis tout ça, ça doit correspondre à quelque chose. Et quant à la question des banlieues, je pense qu'il serait absurde de dire que ce sont des lieux de sécurité. Personne ne l'a dit. Alors même. Ne raconte pas ton histoire, personne ne dit ça. Alors même. C'est difficile, hein. Oh. C'est extraordinaire. Il peut pas s'empêcher d'être dans une AG et d'interrompre tout le monde. 68, c'est fini. Alors tu la fermes. Ouh là là. Monsieur le professeur, soyez poli. Je vous donnerai la parole après. Vous êtes d'une violence. Vous êtes d'une violence qui m'intimide. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Je vais finir ce que j'ai à dire. Donc, je suis très troublé d'être en tant qu'ancien stalinien, je suis très troublé d'être du côté de Cohn-Bendit. Je suis très content que vous y soyez. Et très content. Et donc, aujourd'hui, et on le voit, et pas simplement dans les reportages de journalistes névrosés, les magasins, les pharmacies ferment dans des banlieues de plus en plus nombreuses, et les médecins s'en vont à cause du climat de
violence. On a même vu un reportage où Antenne 2 vous disait qu'on a trouvé la solution à Clichy. C'est un homme qui a rouvert le magasin, il est d'origine turque, il a mis des gens de même origine religieuse et ethnique que lui, et il dit comme ça se passe très bien. Et France 2 avait l'air de dire pourquoi pas. Donc non seulement on a perdu un certain nombre de territoires, mais on va maintenant les sous-traiter. J'ajoute un dernier point, la question de l'égalité. Oui, l'égalité est une grande devise française, mais elle est mise à mal aujourd'hui, notamment à l'école, par l'idéologie égalitaire. C'est au nom de cette idéologie, par exemple, qu'on a décidé de supprimer le redoublement. Et avec cette grande idée, non seulement on sape l'autorité des professeurs, mais on crée le nivellement par le bas. Et je voudrais dire, pour finir, de manière un peu solennelle, rappeler le premier homme de Camus, enfant très pauvre, qui a été élevé par un instituteur qui s'appelle Monsieur Germain. Monsieur Germain, aujourd'hui, ne pourrait pas enseigner en France et Camus ne pourrait pas devenir Camus. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc défendons l'égalité, mais faisons attention aux dégâts, aux ravages même de l'idéologie égalitaire. Alors Daniel Cohn-Bendit et Hervé Lebras. Oui, moi je voudrais dire, je comprends rien à ce qu'il dit, hein, parce que l'idéologie égalitaire, moi j'ai cru comme ça qu'un idéal de la République et de démocratie, c'est de dire que nous sommes tous des égaux. Ça ne veut pas dire que nous avons tous la même capacité, mais que l'école est là, j'avais cru, mais peut-être que je me trompe, que l'on puisse permettre à tous d'aller le plus loin possible. Et donc, selon ses capacités, et que notre école aujourd'hui, je suis d'accord avec Alain Finkielkraut là-dessus, fonctionne des fois très mal. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, mais parce qu'elle n'est pas assez égalitaire, parce qu'elle ne comprend pas assez les différences qui existent, et alors ça crée des problèmes. Qu'il y ait dans les banlieues, qu'il y ait ces moments de violence, on n'est pas des idiots, on entend bien qu'à Grigny, il y a eu on ne dit pas que ça n'existe pas, on dit simplement que c'est une société où il y a des endroits, alors il dit même dans leur livre, ils ont des cartes où ils montrent où ça a lieu, d'accord, mais je veux dire que par là, c'est pas ça le sentiment de toute la société. Je veux dire, on a quand même un problème, on a eu un problème, c'était une élection où il y a un monsieur qui n'est pas passé au deuxième tour. Eh bien, on a vu que dans les médias, il y a eu la violence augmente, il y a eu l'agression contre un homme d'un certain âge, hein, qui a fait 3 jours avant l'élection la une de tous les médias. La France était à sang et à feu. Ça, c'était en 2002. Hein. Oui, voilà. On s'en parce rappelle. qu'à chaque élection, il y a quelqu'un qui passe pas au deuxième tour. Vous non, savez, mais un certain monsieur que Eva Joly ne soit pas passée au deuxième tour, ça n'a pas fait la une des journaux. D'accord, hein, non, mais c'était vous êtes d'accord avec moi? Non, mais j'ai dû, pour comprendre de quoi vous parliez, c'était un peu codé. C'est l'école républicaine qui est un peu compliquée. Hein. Continuez, voilà. Daniel. Je voulais dire par là qu'il faut faire attention. Quand on parle comme ça de l'école, il faut faire attention. Si on veut stigmatiser et dire il faut que les jeunes réapprennent à apprendre, mais c'est évident. Seulement, peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, la pédagogie nécessaire n'est plus celle de M. Finkielkraut. D'accord, mais on va pas faire un débat sur l'école, hein, on est c'est d'accord. lui qui a voulu. Non, c'est lui qui a voulu. C'est pas on moi. peut en parler. Je veux dire, ça n'est pas un débat que sur l'école. Hervé Lebras, très vite. Non, oui, très vite, non, mais même déjà, bon, on l'a dit, la violence, c'est quand même l'homicide qui est le cas de violence le plus fort. Il a continuellement régressé, il est le plus faible de toute notre histoire. Bien sûr, les digicodes, c'est pas très sympathique, mais enfin, je préfère un digicode à un homicide. Et je croyais, pardonnez-moi, je croyais que les digicodes, c'était là juste pour remplacer les gardiens d'immeubles. Au moins, ça a rendu... Bon, d'autre part, les exemples sont intéressants, mais il y a des mécanismes globaux qui expliquent, ne serait-ce d'ailleurs que le progrès de l'école, explique aussi une anxiété, parce que le progrès de l'école et le progrès de la formation a fait que tous ceux qui ont une formation ne peuvent plus espérer la place qu'ils auraient eue il y a 30 ou 40 ans. Et même, c'est un pire, et on le montre dans le livre, ils commencent à craindre la descente sociale. Et donc, s'il y a un problème, je dirais, en France, au niveau de l'éducation, c'est le débouché de l'éducation, c'est la méritocratie qui est mise en jeu. Et la formation professionnelle qui est un problème. Le grand problème en France, c'est pas les lycées, enfin, il y a des problèmes, mais c'est la formation professionnelle, parce qu'effectivement, dans la diversification économico-industrielle d'un pays, la formation professionnelle, qui est un des piliers de la réussite allemande,
Et là, on pourrait discuter pourquoi ça n'existe pas en France. Enfin, simplement. Ça existe, oui. Encore un mot sur l'éducation, puis après on passe à autre chose. L'une des choses qui est très intéressante, c'est qu'on parle sans arrêt de la France, la France, la France, l'éducation. Mais l'une des choses, je veux dire, qu'on a réussi qu'on a trouvé, qui nous a sauté aux yeux dans le bouquin et dans la recherche, c'est que sur tous ces paramètres, il y a deux France, en simplifiant beaucoup. Il y a une forme de France centrale, je veux dire, le bassin parisien, la France de la Méditerranée, qui sont les zones qui ont fait la révolution, en fait. Les zones où le catholicisme a disparu très tôt, enfin, dès le XVIIIe siècle, en termes de croyances. Bon, toutes ces régions-là présentent plus de problèmes, effectivement. Je veux dire, c'est dans ce genre de région qu'on va trouver des difficultés scolaires, etc. Et puis, il y a une France périphérique qui est restée beaucoup plus longtemps catholique pratiquante. On pense à l'ouest, à l'est, à la région Rhône-Alpes, une partie du Massif central, qui, paradoxalement, alors qu'elle était plutôt retardée par le catholicisme, semble se porter beaucoup mieux. Donc on va trouver un niveau éducatif qui, dans la phase ultime des progrès éducatifs, est allé plus loin. On va voir des gens qui font des études plus longues, qui ont de meilleures insertions. Donc il y a deux France. C'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est aussi une France qui, traduction catholique, accepte plus le travail manuel. C'est une France qui, par certains côtés, sans être semblable, ressemble un peu à l'Allemagne, en fait, dans toutes sortes de règles, qui elle-même est une société qui sort du conservatisme catholique, en fait, la République fédérale. Donc, c'est quand même, je veux dire, après tout, Finkielkraut a tout à fait le droit de ne pas s'intéresser aux chiffres et à la recherche de type sociologique, mais quand on va aux chiffres, on découvre des choses et puis ça donne un regard différent sur le pays. C'est d'ailleurs absolument stupéfiant parce qu'on est dans un pays qui parle sans arrêt de problèmes religieux, qui est obsédé par l'islam et le problème de l'islam. Et nous, ce qu'on a trouvé, c'est cette existence d'un conflit ou d'une différence religieuse latente entre les vieilles régions laïques et puis ces régions qu'on a appelées, nous, ces régions de catholicisme zombie. Vous savez, le zombie. Le catholicisme est mort et où en fait il est encore vivant. Voilà, c'est ça. Donc la religion est morte en termes de pratiques religieuses, avec une pratique religieuse très faible. Mais alors les effets sociaux, je veux dire, continuent de structurer et à notre avis de détraquer un peu le système français, parce que la vocation de la France n'est pas d'être dominée par sa périphérie catholique. Chantal Delsol. Je voulais juste dire à Denis Cohn-Bendit que c'est bizarre de regretter qu'il n'y ait pas assez d'enseignement professionnel en France et de ne pas accepter qu'il y ait une idéologie égalitaire très forte. Parce que s'il n'y a pas d'enseignement professionnel, c'est à cause de l'idéologie égalitaire. C'est aussi à cause de ça qu'à partir de bientôt, mais il y a longtemps qu'on en parle, on n'y arrive pas, on ne va plus donner de travail aux enfants le soir parce que toutes les familles ne peuvent pas les faire travailler. Et donc, on arrase tout. Et c'est pour ça que nous n'avons pas d'enseignement professionnel. Mais si, parce que ça ne fait pas bien d'être bouché en France, parce que ce n'est pas intellectuel et qu'il faut être intellectuel pour être bien en France. C'est ça notre problème quand même. Alors, écoutez, par rapport aux ma femme Allemands. est enseignante en Allemagne, il n'y a pas des devoirs le soir, ils ont un succès incroyable, ces enfants. Je peux donner les mêmes exemples qu'Alain Finkielkraut. Pourquoi ils ne sont pas valables Ma femme a travaillé à Clichy. Ouais. Dont on parlait tout à l'heure, pour dire que j'ai un contact avec la réalité. L'enseignement professionnel, c'est ça notre problème. Oui, mais non, c'est en Finlande. Le système le plus efficace, le système scolaire, c'est la Finlande. On ne redouble pas. Jusqu'à l'âge de 16 ans, on ne redouble pas. Catastrophe. S'il n'y a que des 68 ans. Un mot d'Alain Finkielkraut. Il faut arrêter ça. C'est extraordinaire, la Finlande. Aujourd'hui, dès que quelqu'un comme moi donc ils sont parle dépressifs. de la culture ou de son absence à l'école, les experts sortent leur Finlande. Il y en a marre. C'est il n'y a pas que la Finlande. Il y avait une tradition française. Voilà, d'abord, j'ai parlé de l'Allemagne, ce qui n'est pas tout à fait la Finlande. Parlons des modèles, puisque c'est vrai que si la France ne se sent pas bien, on n'arrête pas de lui coller des modèles. Il y a des modèles pour tout. Il n'y a pas que le modèle allemand, d'ailleurs. Regardez, petits exemples de tous les modèles qu'on nous propose à longueur de journée. Focus ce soir sur le fameux modèle allemand. Il faut dire qu'on n'en a jamais autant parlé en France. Le modèle turc qui combine islam et démocratie est souvent cité en exemple. L'une des particularités de la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle le modèle communautaire. Le modèle économique chinois reposant sur les exportations. La Suède propose un modèle intéressant. Un modèle, celui de l'Allemagne. Certains voient même dans la Suisse un modèle. Un jour, on vante les vertus du modèle britannique. Un autre, c'est le modèle allemand. Un troisième, c'est l'exemple américain ou brésilien, et même ces derniers jours, le modèle russe pour certains. Eh bien, mon modèle à moi,
Mesdames, Messieurs les députés, mon modèle à moi, c'est la France. Ma référence, c'est la République. Alors ça pose vraiment le problème de l'universalisme aujourd'hui, hein, puisque ce qui est bon pour les Allemands, par exemple, ou pour les Suédois, ou pour les Finlandais, est censé être bon pour nous, et ce qui est bon pour nous est censé être bon pour les Afghans, pour les Irakiens, pour les Libyens, certainement bientôt pour les Chinois. Je voudrais reprendre Emmanuel, parce qu'il a dit quelque chose sur la natalité. Oui. Si vous parlez de natalité, le modèle pour l'Allemagne, c'est la France. Ben forcément, on fait plus d'enfants. Bah alors, donc il y a un modèle français. On est d'accord. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Je pose le problème de l'universalisme. Est-ce que ce qui est bon pour les uns est forcément bon pour les autres? Un exemple typique avec l'Allemagne. Pourquoi est-ce que les Allemands sont persuadés, et ils dépensent beaucoup d'argent, qu'avec des crèches et des jardins d'enfants, ils vont faire remonter leur fécondité? Zéro résultat. Je suis d'accord. C'est ça le problème des modèles. C'est-à-dire qu'on prend un petit bout du modèle et puis on le transpose. Mais il faut, si on veut que l'Allemagne ait beaucoup plus d'enfants qu'elle n'en a actuellement, c'est quelque chose d'autre qu'il faut changer. C'est les mœurs, c'est pas un modèle. Et les mœurs allemandes, c'est un lien très fort de la mère à l'enfant. Et quand une mère, par exemple, allemande, qui retravaille très tôt après avoir eu un enfant, c'est une Rabenmutter, une mère corbeau. Voilà. Et les femmes allemandes, à partir du moment où elles ont eu un enfant, hésitent à en avoir un second. Et beaucoup de familles allemandes sont des familles à enfants uniques. En France, le modèle, c'est la socialisation de l'enfant. Mais on a mis beaucoup de temps à arriver à cette socialisation. C'est la psychologie de Vallon, c'est la peur de l'enfant unique dans l'entre-deux-guerres. Et donc, on a un autre modèle parce qu'on a changé progressivement les mœurs en France. Et en Allemagne, ça leur prendra peut-être 15 ans, peut-être 20 ans de changer les mœurs. Est-ce que ce qui est bon pour les uns est forcément bon pour les autres? Sur cette question des modèles, je rejoindrai peut-être les amis qui me font face, parce que je crois qu'on a une espèce de recherche panique des modèles en France et peut-être en Allemagne aussi, dans tous les pays occidentaux, parce que l'Occident, et en tout cas l'Europe, est confrontée à une véritable crise de l'État-providence. On a cru que la mondialisation ouvrirait à l'Europe, à l'Occident, de nouveaux marchés. Dans une certaine mesure, elle se retourne contre ses concepteurs avec la désindustrialisation, avec les délocalisations, avec toutes les formes de dumping que nous vivons aujourd'hui. Et donc, on se demande à quel modèle se raccrocher pour faire face à cette réalité qui nous échappe. Alors on se dit un jour le modèle ceci, le modèle cela, le modèle... Mais en fait, on n'en a plus parce que il est très important pour l'Europe de sauver ce modèle commun et nul n'a trouvé la recette magique qui lui permettra de le faire. On n'en a plus, mais en même temps, on considère quand même qu'on en est un pour beaucoup d'autres. Alors, on sait plus. C'est-à-dire que le problème, la France a un problème quand même particulier. C'est-à-dire que c'est le pays qui a accouché la notion d'homme universel. Et la croyance en l'homme universel, élargie d'ailleurs en l'idée de société universelle, est vraiment dans les élites françaises je veux dire, quelque chose de très fort. L'idée que les hommes sont les mêmes partout, que les sociétés sont les mêmes, c'est vraiment une sorte de croyance tout à fait particulière aux Français. C'est un rapport avec ce qu'on étudie dans nos bouquins, parce que comme la France est très diverse, il y a ce truc qui a été créé. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment... Je ne pense pas que ça soit du narcissisme français que de dire que les sociétés, une société comme les sociétés anglaises, allemandes, les diverses sociétés scandinaves sont en fait, je veux dire, ont plus de facilité à se penser pour ce qu'elles sont. Les Anglais pensent qu'ils sont Anglais, ils n'ont pas de doute. Il n'y a pas une grosse aspiration à l'homme universel en Angleterre. Les Américains, par effet de puissance, sont plus proches des Français pour ça. L'Allemagne n'a aucun doute sur le fait qu'elle est allemande, surtout dans la phase de réunification. Elle a une histoire troublée qui pose des problèmes, oui. Mais les Allemands pensent qu'ils sont allemands. Les Japonais, alors là, c'est le zéro absolu du doute sur le fait qu'ils sont japonais. Les Français n'ont ça. Et peut-être que l'abondance, les Français sont là dans un monde qui est plutôt diversifié, dont la diversité devient consciente du fait même de la globalisation. Donc les autres se contentent simplement d'essayer de s'ajuster en tant que pays qui existe sans se poser de questions. Les Français sont perturbés les Français sont vraiment perturbés par la notion de diversité du monde. Moi, j'ai eu des tas de problèmes en tant que chercheur. Chaque fois que je dis
en simplifiant, l'Allemagne est comme ça, ou statistiquement, les Allemands sont comme ci, etc. Ça fait des décennies que je m'entends balancer, mais qu'est-ce que c'est que ce culturalisme américain? Comment il ne croit plus à l'homme universel? C'est presque un péché en France de travailler sur la diversité du monde. Mais sur l'homme universel, la France a des problèmes parce que c'était un pari. Elle a mis quand même 150 ans à donner le droit de vote aux femmes. Je veux dire, l'universalité française a été déclinée longtemps dans l'histoire. Non, j'étais pas sur le sexe. Non, mais c'est pas le sexe. Enfin, c'est un problème qu'on définit l'universalité de l'homme en le réduisant pendant très longtemps à l'homme. Mais dans les sociétés catholiques, quand même. J'ai pas dit que c'est mieux. J'ai dit que. Tu vas être content. Je vais te répondre. C'est vrai que la théorie politique, c'est l'homme universel. Mais ce qui caractérise les sociétés universalistes, c'est quand même beaucoup le mariage mixte, hein, c'est-à-dire la capacité de se mélanger biologiquement avec les étrangers. Et dans le comportement des pays latins qui adhèrent plutôt à l'idée d'homme universel, dans la pratique, le rêve des latins, c'est plutôt la femme universelle, si ça peut te rassurer. Non, c'est pas ça. Petit mot, moi je crois quand même que nous vivons un certain tournant culturaliste de la France. Elle s'assume avec un peu plus de modestie, notamment sur une question qui divise les sociétés occidentales, la question du voile islamique. Au départ, on interdit le voile islamique à l'école au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, et tout d'un coup on s'aperçoit que les Anglais et les Américains nous insultent copieusement parce qu'on a fait ça, et même d'ailleurs parce qu'on a voulu interdire la burqa. Et les journalistes, les chercheurs, etc., enfin, s'y mettent et condamnent l'intolérance religieuse française. C'est vrai dans d'autres pays européens. Donc les Français sont amenés à prendre acte du fait que leur universalisme n'est pas universel. Ils se disent peut-être qu'il y a un certain type de tradition de mixité en France, très antérieure d'ailleurs aux droits de l'homme, que nous voulons poursuivre parce que nous voulons la poursuivre ici, dans ce territoire qui est le nôtre, sans vouloir nécessairement y convertir tout le monde, y convertir d'autres démocraties tout aussi égalitaires que la nôtre, qui, comme la nôtre, se réclament des droits de l'homme, précisément pour faire le contraire de ce que nous sommes. Donc nous sommes condamnés, amenés, si vous voulez, à dire, s'il le faut, ce sera notre identité, et ce ne sera plus l'homme universel. C'est très intéressant ce que dit Finkielkraut, parce que c'est vrai qu'il y a une limite pratique de l'universalisme français. C'est-à-dire, si vous êtes dans un univers mental où vous pensez, et c'est le vrai risque d'ailleurs pour les Français idéologiquement, c'est-à-dire vous êtes dans un univers mental qui part du principe que les hommes sont partout les mêmes. Et si vous êtes confronté tout d'un coup à une population dont il est clair qu'elle est différente, hein, eh ben, vous avez une issue logique, c'est de dire que ces mecs ne sont pas des hommes. Donc en fait, les Français peuvent être capables de réaction. Il y a deux exemples qui me viennent en tête. Je veux dire, avant la guerre de 14, les Français en étaient arrivés pratiquement, les Français universalistes et républicains en étaient pratiquement arrivés à considérer que les Allemands n'étaient plus des êtres humains. C'est-à-dire, ils étaient incompréhensibles. Et donc, il y a eu une sorte de déshumanisation de l'allemand dans le discours idéologique français. Et vis-à-vis des Arabes, c'est rigolo parce que les Allemands, les deux peuples qui posent des problèmes pratiques aux Français depuis toujours, c'est les Allemands et les Arabes. Allemands, complexe d'infériorité, Arabes, complexe de supériorité. Et dans les phases, je pense que dans beaucoup d'attitudes perverses des lecteurs du Front National, plus tellement maintenant, mais autrefois à l'époque où il y avait des interrogations sur le statut de la femme dans les cultures arabes, il y avait cette idée que, quelque part, les immigrés, avec leurs mœurs étrangères, sortaient de l'idée d'homme universel, l'idée d'homme. Donc, il ne s'agit pas du tout d'idéaliser la culture française. Non, juste parce que... mais je vous donne tout de suite la parole. Il se trouve que hier est parue une étude qui avait été commandée par le Conseil consultatif des droits de l'homme. Regardez les résultats, les Français seraient de plus en plus racistes. On revient maintenant, et on le fait rarement ici, sur une enquête d'opinion. Elle a été commandée par le Centre d'études politiques de Sciences Po, publiée par le journal Le Monde, et disons-le clairement, c'est un coup de poing. L'an passé, 1539 actes ou menaces racistes ont été répertoriés par la Commission des droits de l'homme. Des chiffres en hausse, notamment ceux qui concernent l'antisémitisme, mais aussi le racisme anti-musulman. Quasiment tous les indicateurs de racisme et de xénophobie sont en hausse et dans toutes les catégories de la population. On voit bien que l'angoisse n'est pas simplement une angoisse par rapport à la mondialisation, par rapport aux délocalisations. C'est une angoisse aussi par rapport à ce qui fait le lien social,
à l'identité, à ce qui fait le vivre ensemble. Et là, on voit que l'islam, peu à peu, s'installe comme nouvel bouc émissaire. Mais à un moment... Daniel Cohn-Bendit, vous voulez... juste dire sur ce qui pose des problèmes. Il y a une période historique où et la France et l'Allemagne avaient, à intensité après différentes, mais au début des similitudes, des problèmes avec les Juifs. Donc quand même, il y a eu un antisémitisme dans les années 30. C'était pas du tout la même attitude en Allemagne et en France. Non, mais attends, du calme. Au début, dans les années 30, quand tu reprends ce qui était écrit dans les journaux en France, aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Aujourd'hui. Et après, ça s'est développé en Allemagne avec les conséquences que c'est. Je veux dire par là que nos sociétés modernes, en se modernisant, il y a un moment où il y a une incertitude sur l'identité. Et là, ça peut être les Juifs, ça peut être les musulmans, ça peut être ceci ou cela. Et ça fonctionne. Je veux dire, la société américaine, quand même, a eu énormément de problèmes à reconnaître l'égalité, par exemple, avec les Noirs. Ça a été un combat quand même difficile. C'est un problème universel, mais je veux dire, si on regarde l'histoire, donc problème d'identité, complètement d'accord. Dans des phases de changement social accéléré, complètement d'accord. Mais je ne pense pas qu'un historien sérieux pourrait mettre l'affaire Dreyfus et la Shoah sur le même plan. J'ai pas dit ça. Non, j'ai dit il y a une différence fondamentale des sociétés françaises et allemandes. Pourquoi je ne suis pas du tout énervé, je dis un fait historique. J'ai pas dit que la Shoah et la Dreyfus... un peu énervé. Non, j'ai pas dit que la Shoah et je donne la parole à Chantal Delsol, comme ça. Je dis simplement qu'il y avait un antisémitisme latent dans la société. Chantal. Il y a une étude beaucoup plus récente, là, il y a 2 mois, qui montre que 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Autrement dit, l'opinion qu'on prêtait au Front National il y a encore, mettons 2 ans, je ne sais pas, maintenant c'est 70% des Français. Alors ce que je trouve très étrange quand même, c'est que immédiatement on dit les gens sont racistes. Est-ce qu'on peut identifier le fait de trouver qu'il y a trop d'étrangers en France et le fait d'être raciste? Ça me paraît être une espèce de glissade un peu bizarre, parce que le mot racisme, c'est quand même un mot qui signifie quelque chose de lourd, surtout maintenant. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a 2 racismes, il y a 2 antisémitismes différents pendant le siècle et tout, mais maintenant, quand on dit raciste, ça veut dire quelque chose de précis. Des gens, 70% des Français qui vous disent qu'il y a trop d'étrangers en France, ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes. Ils sont quoi alors? C'est ce que disaient les Lévi-Strauss, quand même. Ils sont quoi? Ça veut dire qu'il y a une incohérence quand même à ouvrir grand les portes et en même temps à donner des allocations à tout le monde. Et les gens sont pas... on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est difficile de faire autrement. Regardez à nouveau les chiffres, c'est n'importe quoi. Les gens ont du bon sens. Dire pourquoi ça s'est monté à 70% aussi. Sur la question de l'universalisme, dans le débat sur l'identité française, qui était quand même un débat assez peu fameux, lancé par Sarkozy, il y avait, dans les instructions données au préfet, on vous disait quels sont les composants de l'identité française. Alors il y avait les cathédrales, la cuisine française, etc. Il y avait notre universalisme, notre. Donc on reconnaissait qu'il y avait un universalisme. Donc il est particulier. Bon. D'autre part, pour les étrangers, c'est pas étonnant. On a, pendant une dizaine d'années, eu des gouvernements qui ont désigné les étrangers comme boucs émissaires. Les Français, à la fin, finissent par s'aligner quand ils voient, mais bien sûr que si, ça a été absolument scandaleux, un certain nombre de choses, jusqu'aux étudiants étrangers qui avaient passé des diplômes élevés en France, auxquels on refusait, c'était la dernière circulaire Pasqua, de rester en France. Il y a quand même eu une xénophobie d'État qui a été bien sûr que si, on peut multiplier les exemples, comment on empêche les couples mixtes de se rejoindre en France, maintenant, loi après loi, alors que c'est ça le regroupement familial. Nous avons plein d'étudiants étrangers. Je voudrais revenir à cette étude du CEVIPOF, qui est celle-là même d'ailleurs à laquelle France 2 faisait référence hier. Les mêmes Français qui considèrent que l'islam n'est pas une religion tolérante en majorité et qu'il y a trop d'étrangers en France, interrogés sur le racisme, jugent majoritairement que les propos racistes sont intolérables. Et dans Le Monde, on a dit, pour commenter cette étude, que ça témoignait de crispations alarmantes, du rejet de l'autre. Or, quand on s'intéresse à l'expérience des gens, ces gens ne sont ni inconséquents ni hypocrites quand ils condamnent les propos racistes tout en pensant qu'il y a trop d'étrangers en France, parce qu'ils ont quelquefois, tout d'ailleurs,
leur départ de la banlieue, le sentiment de ne plus être chez eux. Autrement dit, ils se sentent comme l'autre. Et ils ne sont plus, Christophe Guilluy, un géographe, un chercheur, l'a écrit dans Fracture française, ils ne se vivent plus comme un prescripteur ni comme un référent culturel, ce qui est une situation très différente des anciennes vagues d'immigration. Et si l'on en revient au racisme, et bien sûr qu'il existe. Le problème, c'est que nous sommes obligés, pour le comprendre, de nous défaire d'une figure, d'une image qui nous accompagne depuis 30 ou 40 ans, qui est au fond celle de Dupont-Lajoie ou de l'idéologie française. Il y aurait une xénophobie française qui serait dirigée contre les Juifs, contre les Arabes, contre ceci, contre cela. Sauf qu'il y a des racismes en France. Oui, autrement dit, si l'antisémitisme est fort en France aujourd'hui, c'est parce qu'il est fort dans certaines banlieues. Il est d'origine non pas islamique, mais en tout cas islamiste. Et c'est cela dont il faut tenir compte. Il y a bien entendu aussi un racisme autochtone, un sentiment arabe très répandu, mais il y a également anti-arabe, un sentiment anti-arabe très répandu, mais il y a également, et ça c'est une francophobie que tous les rapports du Haut Conseil à l'intégration font remonter jusqu'au niveau ministériel, c'est-à-dire des injures comme « sale français » qui sont extrêmement répandues. Donc si l'on parle de xénophobie et de racisme, il faut prendre cette réalité dans sa pluralité. On ne peut plus recomposer une figure unique comme on a trop tendance à le faire. Moi, je voulais dire une chose. Imaginons que l'interprétation de 70% des Français disent il y a trop d'étrangers. Imaginons que ça soit votre intervention, vous avez raison. Maintenant, je vous demande, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a trop d'étrangers, vous allez en renvoyer combien? Non, c'est pas ça. Bah si, parce qu'il faut répondre aux gens. Dans la démocratie, si la société dit avec justesse, il y a trop d'étrangers, vous devez dire politiquement, moi, politique, je dois être responsable pour satisfaire je dis, je maîtrise les flux migratoires. Mais non, il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop. C'est du baratin. Oui, je suis pour le paratonnerre. Je dis une chose. Est-ce que je peux dire une chose? Alain, prends-moi au sérieux sur un truc. Il y a trop d'étrangers. Même si tu maîtrises les flux migratoires, il y en aura encore plus. Arrête, les Français ne sont même pas aussi inquiets. Ça m'a intéressé cette histoire de sondage et de ce comité dont j'ai oublié le nom, là, le CNCDH. Consultatif des droits de l'homme. Voilà, qui donne ces trucs alarmistes, parce que moi j'ai regardé, et j'avais regardé en fait, parce que j'ai reçu chez moi le sondage CSA correspondant, que j'ai regardé simplement, en dehors du débat, et je l'ai lu, et ce que j'ai compris d'après ce sondage, c'est que les gens n'étaient pas tellement anxieux, que l'obsession de l'immigration n'avait pas progressé, que l'islamophobie avait progressé de façon minimale compte tenu du fait qu'on avait eu un gouvernement, on a eu 5 ans d'islamophobie d'État quand même. Et donc les gens sont obsédés, à 62% sont inquiets du chômage, à 53% de la crise économique, à 48% de la pauvreté, à 30% de l'insécurité, l'intégrisme religieux à 13%, la perte d'identité à 12%. Et la perte d'identité de 2011 à 2012, entre les deux, il y a eu la campagne délirante de Sarkozy, les gens préoccupés de cette question sont passés de 8 à 12%, 62% obsédés par le chômage. Et moi, je pense qu'on fait des gens... on interprète les réponses des gens, on prend les gens pour des cons. On dit, si on dit aux gens, il y a trop est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'étrangers? On suppose que s'ils disent qu'il y a trop d'étrangers, c'est parce qu'ils trouvent parce qu'ils sont racistes, etc. Mais si vous êtes dans une situation, je dirais, de chômage massif et de menaces, peut-être que derrière cette réponse, il y a trop d'étrangers, c'est dans un contexte où personne ne trouve de travail, parce que la gestion de l'économie est tout à fait absurde, effectivement, dans ce contexte, ce n'est pas une bonne idée. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, mais la notion de... On ne voit pas. Et donc, encore une fois, c'est un thème récurrent de l'émission, finalement. On voit des journalistes qui essayent de nous expliquer que le monde est en folie, etc. Mais je me permets de renvoyer quand même d'autant plus facilement à un chapitre de notre bouquin, et d'autant plus facilement que c'est plutôt Hervé qui l'a fait. Il y a une analyse. Alors là, on revient aux chiffres, et là, on découvre des trucs intéressants.
C'est-à-dire qu'on a entendu. Non, mais je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, pas du tout. C'est-à-dire que ce que montre l'étude très fine qu'a fait Hervé sur le plan cartographique, c'est que dans les dernières décennies, le phénomène de dispersion, je dirais, des Algériens, si mes souvenirs sont exacts, sur les territoires nationaux, c'est comme arrêté. C'est-à-dire que c'est vrai, je veux dire, ce qu'on constate par l'analyse cartographique dans le bouquin, c'est qu'il y a une pause, en fait. C'est pas du tout un arrêt du processus d'assimilation. On a fait un contrôle par l'enquête la plus récente sur le taux de mariage mixte, qui montre effectivement une pause. Ça reste à un niveau très élevé, mais ça n'a pas énormément augmenté depuis 1992. Donc on peut dire, là, on cible, on est dans le monde de la réalité. C'est-à-dire, il y a une pause, tout ne va pas pour le mieux, les choses ne sont pas catastrophiques. Et d'ailleurs, d'après la position des immigrés, je continue, en fait, je parle à sa place parce que je suis en train de réciter son chapitre. Oui, pas tout le chapitre non plus. Voilà. Je veux dire, on constate aussi que ça n'est qu'un moment. Ça n'est qu'un moment. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a cette pause. C'est associé sans doute à la relégation des milieux populaires français, phénomène qu'on étudie aussi vers la périphérie des villes. Mais comme l'immigration est beaucoup plus centrale, je dirais, dans les villes, on peut aussi prévoir qu'il y aura une phase suivante où l'assimilation se fera encore mieux. On compare d'ailleurs à ce phénomène de bascule d'une situation défavorisée à une situation centrale des Juifs dans le processus d'assimilation. On peut parler de tout ça raisonnablement et statistiquement. Je voudrais juste revenir. Délire médiatique. Les chercheurs qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Todd ne sont pas des chercheurs. Les professeurs qui ont écrit Les territoires perdus de la République sont des malades mentaux. Et je préfère être du côté de ces malades mentaux parce que je crois qu'ils ont un rapport à la réalité qu'a complètement perdu Emmanuel Todd. Juste avant, Daniel Cohn-Bendit, juste avant, je voudrais juste revenir 30 ans en arrière. Il y a 30 ans, ils ont tous raison. Il y a 30 ans, on parlait déjà en France de l'islamisation rampante de la France. Et à l'époque, c'était Les Bronzés. On va reconnaître tout de suite Josiane Balasco avec Jean-Pierre Daroussin qui avait adapté dans un film à sketch Les tranches de vie de Lausier. Voilà ce que ça donnait il y a 30 ans. Youssef, des crus, pas des grillés, hein? Excusez-moi, madame, je suis journaliste au Matin de Paris et je fais un reportage sur le 20e arrondissement. Alors j'aimerais bien vous poser quelques questions. Ah bah ça, vous tombez bien, parce que le quartier, je le connais, j'y suis né, alors. Et mon père aussi. Et avec ça, madame Dupuis? Merci. Tu me donnes un demi-litre d'huile de palme. Très bien. Et dites-moi, c'est un cafetan que vous portez là, hein? Ça? Je sais pas, non? C'est des robes qu'on trouve dans les boutiques du quartier, pourquoi? Tenez. Merci. Tu me dis combien je te dois? 46 francs 80. Merci. Et ça, c'est un tchador? Un tchador? Oh, le fichu, là? Toutes les femmes portent ça dans le quartier. Ah non, c'est pratique. Ça évite d'aller trop souvent au coiffeur. Tenez, madame. Merci. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Le mercredi, c'est le jour de mon poulet pili-pili. C'est une petite sauce à l'huile de palme avec des arachides pilés, du lait de coco, du gingembre, en fait. Où c'est qu'il est passé encore? Mohamed! Ah, il tient pas en place, ce gars. Mohamed! Ah, Ramena! Fissa! Fissa! Vous parlez l'arabe? Qui, moi? Ah, vous voulez dire ce que je crie aux gosses, là? Oh non, c'est de l'argot d'ici. C'est de l'arabe? Ben oui. Je savais pas. Mohamed Igemena Fissa! Fissa! Allez, avance! Votre fils s'appelle Mohamed? Non, il s'appelle Jean-Michel. C'est lui qui veut qu'on l'appelle Mohamed. Bonjour. Il dit que Jean-Michel, c'est ridicule. Qu'avec un nom pareil... Bonjour, madame. Qu'avec un nom pareil, tous ses copains se foutent de lui à l'école, tout ça. Remarquez, Jean-Michel, ça sonne bizarre, vous trouvez pas? Voilà, c'était en 1985, c'était adapté des tranches de vie de Lausier. Dernière question que je voulais aborder avec vous ce soir, avant que je retrouve Marcella Yacoub qui vient d'arriver sur le plateau, c'est la crise de la représentation politique, et en particulier les partis politiques. Vous vous demandez, Daniel Cohn-Bendit, dans votre dernier livre, s'il ne faudrait pas les supprimer. Alors il se trouve que c'est une idée en France qui a... La mauvaise image des partis politiques, c'est pas nouveau, hein. Non, Simone Veil, en 1947, note sur la suppression générale des partis politiques qui fait... Comment?
Pas en 47. Non, en 47, elle était morte. Non, oui, ça a été publié. C'est sorti en 47, pardon, vous avez raison. Même le raffinement est sorti en 47. Donc, oui, enfin, moi, je sais qu'en démocratie, on a besoin de partis. Mon problème, il est que personnellement, je ne supporte pas. Alors, j'ai pris l'exemple d'Europe Écologie et de ce que là, mais on aurait pu faire la même chose sur l'UMP. Si je vous avais raconté le match Fillon-Copé 3 mois avant, vous auriez dit, mais il est malade ce mec, vraiment. Si je vous aurais raconté l'histoire Ségolène Royal, Friedweiler et tout ça, vous auriez dit, il est malade ce mec. Hein. Je veux dire, il y a une réalité qui fait qu'aujourd'hui, les partis sont en crise et subissent la crise de la société et ils n'arrivent pas à se réinventer un fonctionnement. Voilà ce que je décris dans mon livre en prenant, dans cet essai, un livre c'est un gros mot, dans cet essai en prenant l'exemple de l'écologie politique et surtout, je dis qu'il y a une base qui ne fonctionne plus, c'est le droite-gauche. Le droite-gauche fonctionne sur la répartition sociale, là ça fonctionne, les inégalités, mais quand vous posez le problème de la démocratie entre la droite qui soutient Orban et la gauche qui soutient Chavez, c'est compliqué. Quand vous prenez le problème de l'Europe entre la droite souverainiste et la gauche souverainiste, c'est compliqué. Et quand vous prenez l'écologie, vous voyez qu'il y a un productivisme communisto, je ne sais pas quoi d'un côté, républicain de droite de l'autre côté. Entre les deux, il y a une autre position écologique. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les repères politiques traditionnels de nos sociétés ne fonctionnent plus. Oui, Alain Finkielkraut. Je suis d'accord avec Daniel Cohn-Bendit sur ce point. Moi, j'éprouve une certaine insatisfaction parce qu'il me semble que la division droite-gauche permet la perpétuation d'un jeu de rôle, mais elle ne nous permet pas de faire face aux problèmes d'aujourd'hui. J'entendais ce matin le journal de France Culture qui commençait par ces mots Mediapart a fait coup double pour Mediapart. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Cahuzac et Sarkozy. Et moi, j'ai immédiatement pensé à cette phrase de Guy Debord. Je ne suis pas un journaliste de gauche, je n'ai jamais dénoncé personne. Je ne me sens pas du tout partie prenante de cette gauche-là. Et pour autant, je ne crois pas, bien que certains le pensent, que je sois à droite. Je m'inspire de figures qui ne sont pas à droite, comme Hans Jonas, comme Hannah Arendt, comme Albert Camus. Mais précisément, Camus disait « La tâche de notre génération n'est pas de refaire le monde, mais d'empêcher qu'il ne se défasse. » Donc je plaiderais personnellement pour une sorte d'écologie radicale ou totale, la terre, les animaux qui la peuplent, la défense des éléphants, mais aussi la langue, mais aussi la culture, et une forme de préservation, quelque chose dans la politique que je ne vois refléter absolument nulle part. Donc effectivement, je ne peux pas plaider pour la fin des partis politiques, parce que par quoi seraient-ils remplacés? Mais je me sens de plus en plus éloigné d'une scène politique qui ne prend pas en charge les choses les plus douloureuses et les plus urgentes. Chantal Dessol. Elle a écrit cela. Vous parlez de Simone Veil. Oui, Simone Veil, bon, c'est pas celui-là. Elle écrit dans ce petit texte qui est magnifique. En effet, si le diable existait, il aurait inventé justement les partis politiques. Et bon, c'est très intéressant, mais c'est un très beau texte. Et le vôtre, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire. Mais elle a pu écrire ça parce que c'était entre deux guerres. On pouvait s'amuser à ce moment-là, éventuellement, à critiquer les partis politiques, à critiquer la démocratie. Tout le monde l'a fait, on a vu ce que ça a donné. Mais je pense que maintenant, il ne faut plus trop s'amuser à ça, parce que si on veut supprimer les partis politiques, alors on aura ou des dictatures, et on a vu ce que c'était, hein, ou bien alors on pourrait avoir éventuellement une démocratie à l'ancienne, une démocratie à l'antique, un peu comme ça se passe quand certains pays extérieurs à l'Europe veulent faire de la démocratie. Ils ont des partis qui ne sont pas des partis de vision du monde, mais qui sont des partis géographiques. C'est pas de la démocratie, ça. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas jouer avec ce genre de concept. Moi je suis d'accord, mais le problème, si vous prenez l'exemple de l'Italie, pour ne faire de mal à personne. Les critiques de Grillo, Pépé Grillo, l'humoriste. L'humoriste. Il faut. Je ne sais pas s'il nous fait tellement rire, mais parce qu'on ne parle pas italien, peut-être. Ouais. Non, même si on parle italien. Ah bon, je parle italien, ça me fait pas rire. Hein. Je veux dire, ce qui critique des partis, c'est vrai. La partitocratie, les partis qui se sont appropriés une partie des biens de l'État, c'est vrai.
Donc, le problème, il est que les partis, aujourd'hui, renvoient une image tellement détestable que les adémocrates, je ne veux pas dire il est anti, les non-démocrates, comme Griot, peuvent se faire du beurre là-dessus. Bien sûr, bien Alors, sûr. voilà, c'est pour ça. Là, il ne faut pas confondre les partis qui existent avec le concept de parti. Voilà. Si les partis actuels ne sont pas bien, la solution, c'est la suppression des partis politiques. On sait très bien. Moi, je peux dire très brutalement comment ça s'appelle. Ça s'appelle le fascisme. Hein, la démocratie sans parti, ça n'existe pas. Donc si les gens ne sont pas contents des partis, qu'ils en font d'autres, etc. Je voudrais quand même, une fois de plus, revenir de l'hyperespace et ramener au territoire français, et pour abonder dans le sens d'un profond détraquage, si on peut dire, du conflit droite-gauche en France, l'une des choses les plus surprenantes qu'on ait trouvées, c'est que, je reviens sur ce thème des deux France, la France centrale révolutionnaire, égalitaire, individualiste, et puis la périphérie catholique qui avait résisté à la Révolution et qui ne croyait pas tellement au principe d'égalité. L'une des bizarreries du système politique français, je pense que vous accepterez l'idée que c'est bizarre, c'est que les bastions fondamentaux du Parti socialiste, la gauche maintenant, sont dans les régions qui ne croient pas en l'égalité, et le sud-ouest. Et que les bastions, oui, le sud-ouest, et que les bastions même du lepénisme ou du sarkozysme sont dans les régions qui avaient fait la Révolution française. La Champagne est incroyable. Dans le bouquin, vous pouvez nous expliquer rapidement quelle explication vous avez trouvée Là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Mais et vous arrivez à ce truc extraordinaire. Fourquet de l'IFOP, directeur des études politiques à l'IFOP, nous a donné des sondages régionaux pour les catégories socio-professionnelles. Et au deuxième tour, et dans ces sondages, on voit que les ouvriers, les milieux populaires de la Champagne, de ces régions-là, de l'Est du bassin parisien, au deuxième tour, la dernière fois, ont voté Sarkozy. On est dans un vrai détraquage de la représentation, il n'y a pas de problème. Attends, parce que tu dis, moi... Les ouvriers bretons ont voté massivement à gauche. D'accord, oui, mais il y a un truc. Je ne dis pas, évidemment, qu'il y aura d'autres partis. Le problème, c'est quand tu veux, aujourd'hui, tu dis la suppression, tu dis ces partis-là se sont appropriés la démocratie et qu'aujourd'hui, il faut réinventer la démocratie avec ces partis. À la fin, on va les changer. Je vais te dire pourquoi tu me fais peur. Je vais Non, te dire je pourquoi te tu me fais fais pas peur. Parce que on t'a vu, on est le 22 mars, donc nous célébrons le 22 mars. Je veux dire, tu as tous les défauts du monde, mais tu as... je veux dire, moi, tu sens... J'ai pas été stalinien. Oui, mais regarde le stalinien transformé en démocrate sincère qui défend les partis politiques. Et moi, je suis l'anarque transformé en parlementaire. Non, là, t'es l'anarque qui est transformé en type qui nous parle de suppression des partis politiques. Et si tu as gardé ton nez... Et Emmanuel, t'es un intellectuel, tu sais lire quand même, non? D'accord. Tu l'as lu? Non. Non. Mais bien sûr que non, ça fait 30 pages, je ne vais pas lire 30 pages. Je m'insère dans la conversation, ça fait 3 jours que je le réclame et je ne l'ai pas reçu. Ah bah c'est pas de ma faute. Voilà. Ah, je sais. Donc tu t'adresses à ton éditeur. Non, tu peux aller dans une librairie. Dernier mot d'Hervé Lebras. Dernier mot d'Hervé Lebras. Non, sur cette question des partis, ce qu'on montre, c'est qu'il y a maintenant un décalage entre l'exemple a été donné pour les ouvriers, entre le vote des catégories sociales, le vote des régions, l'idéologie des partis et les partis eux-mêmes. Par exemple, la progression du Parti socialiste entre 2002 et 2012 au présidentiel, c'est exactement le terrain du catholicisme traditionnel. C'est quand même tout à fait paradoxal désormais, de la même manière que la progression actuelle du FN est de plus en plus sur des anciennes terres qui étaient des terres communistes. Donc on a là-dedans un décalage de plus en plus grand. C'est pour ça que la critique des partis est juste. Simplement, effectivement, que faire d'autre? Mais on a un décalage de plus en plus grand. Il y a une déconnexion, et je pense que c'est une des phrases qui a été dite au début, il y a une déconnexion parce que les élites politiques ne sont plus sur le terrain, ou bien, et c'est le problème des cumuls, ou bien sont trop peu nombreux sur le terrain pour vraiment le comprendre. Ou alors dans le sud-ouest, ils sont dans le terrain, parce que dit le Parti socialiste, mais il faut voir comment ils s'organisent dans le sud-ouest en tant que parti. Ça aussi, c'est un problème de la démocratie aujourd'hui. Le problème de la démocratie, c'est que les partis politiques prennent la République comme leur propriété. Je pense qu'on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas. Il y a une crise, mais je ne pense pas qu'on puisse accuser des individus. Il y a des forces sociales extrêmement puissantes
il y a des phénomènes de stratification éducative, de rupture des liens qui expliquent cette situation de montée des inégalités économiques, d'aspiration de toute la société par le haut, avec développement de l'oligarchie, mais accuser telle ou telle personne, tel ou tel homme politique. On va s'arrêter là. On a passé plus d'une heure ensemble. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, y compris Alain Finkielkraut. Non, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez, mais maintenant j'ai rendez-vous